Au Bénin, la morosité économique se fait sentir dans plusieurs secteurs d'activité et au niveau de certaines couches sociales. Ici, dans le marché de Comé, elle dit sa loi. Des commerçants crient la mévente et appellent les autorités à leur venir en aide. Ouais, vraiment, il n'y a plus de marché, il n'y a plus de marché. On ne comprend rien, vraiment. L'État n'est qu'à voir pour nous, vraiment, on souffre. Vraiment. Le pays, on ne sait même pas comment on va dire, vraiment. On ne vend pas. Avant, on vend vraiment. On vend. Mais maintenant, il n'y a plus, on ne vend pas. On est seulement dormi seulement. Vraiment. S'il y avait le changement, l'État n'a qu'à venir au secours, vraiment. Le patron n'a qu'à voir pour nous, vraiment. Ça, on souffre vraiment dans le pays. S'il y a une solution de faire tout possible, de faire quelque chose pour qu'on puisse trouver l'argent, il n'y a pas de vente, on ne vend pas du tout. Tout est cher, il n'y a pas d'argent. Avant, là, on vend vraiment 30 000, 25 000 par jour. Aujourd'hui, 5 000 même pour trouver, c'est difficile. Vraiment, 5 000 même pour trouver, des fois 2 000. Des fois, tu peux venir même au marché, tu ne trouves même pas même 5 francs. Vraiment, ça ne va pas. S'il y a la solution, vraiment, on veut vraiment la solution pour ça. Il faut que l'argent circule dans le pays, sinon l'argent ne circule pas. Si tu ne vends pas, on paye des tarifs aux mairies et des trucs, mais obligation de payer. Mais il faut que l'État nous facilite pour que l'argent circule, sinon on souffre trop. Dans le marché, il y a la mévente. L'argent ne circule pas. Et on vient, on vend 750 pour aller à la maison et vous allez payer l'argent deuxième 300. Combien qu'il reste et vous allez acheter les choses. Donc on souffre amèrement. Et on paie des taxes. Si tu ne paies pas, les gens s'énervent et ils vont arracher votre marchandise. On veut que l'agent qui s'occupe de l'économie pense à nous. Si le centre social peut penser aussi à nous, ce serait important. Mi de kukuru ne tekpero mi anti de dia ela jejine mi veve to ami le biobe ne impova one kpole keke wa wona ne mi le impobe kote a nous ça samu le vo ne impova o tase na mi vide mi le kukuru le pe ami ani o te gboje me na mi vide a ela jejine mi sugbolo. And the solution is maybe all these maybe the duties, I don't know, maybe the duties, maybe the kind of establishment for people to empower people in the area. If you can empower them, they will have enough to provide for their necessities. But without being empowered, nothing they can do. Des cris de cœur qui espèrent une suite favorable de la part des responsables à divers niveaux, notamment le regard opérationnel du ministère de l'Industrie et du Commerce. Notre budget, tel que nous sommes venus le défendre devant les honorables députés, s'élève pour l'exercice 2025 à un montant de 93 milliards 713 millions 951 531 contre un montant de 81 milliards 476 millions 997 498 000 francs l'année dernière, avec une augmentation de 15,01%. Cette hausse s'explique par le fait que nous avons engagé beaucoup de réformes. Ça fait quelques années que ces réformes ont été lancées et devraient produire des résultats. Et au nombre des résultats, nous avons à recruter très prochainement les assistants pour le compte des universités. C'est tellement attendu. Et ces assistants, une fois recrutés, évidemment, vont impacter d'une certaine façon la masse salariale. C'est pour cela que ce budget est revu à la hausse pour quelques pourcentages, mais l'autre pourcentage, c'est le cadre de vie qui est très important également. Mais nous ne passons pas en revue qu'il y a un nouvel élément qui est intervenu au niveau du secteur de la recherche. Le secteur de la recherche a été toujours un volet et qui semble être alors négligé.
Cette année, pour le compte de 2025, nous comptons relancer ce volet avec ce que vous avez entendu en Conseil des ministres, la création de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation qui va nous embarquer dans le nouveau visage de nos laboratoires, les chercheurs qui doivent travailler et comment nous finançons justement ce qu'ils font. Les étudiants sont au cœur de nos prestations. S'ils ne sont pas là, nous ne sommes pas là. C'est pour cela qu'en matière de promotion des œuvres universitaires, ça fait longtemps qu'ils ont été patients et nous voulons leur témoigner notre proximité à travers ce volet transport qui va démarrer et dans toutes les universités. Auparavant, c'est l'université d'Abomey-Caravi avec quelques centres universitaires qui bénéficient de ce transport. Du côté de leur allocation, ça c'est clair que nous allons maintenir la dynamique et faire en sorte que l'étudiant qui dépose son dossier, qu'il sente vraiment le bénéfice, qu'il sente l'impact et ne plus chercher à se décacasser outre mesure avant d'aller se soumettre à ces formations. Et pour la restauration, ce cadre également nous interpelle et nous avons prévu de revisiter un peu la disposition des hangars et qu'est-ce qu'on y sert pour les étudiants. Et pour ce qui concerne maintenant leur hébergement, ça nous sommes d'accord que c'est assez préoccupant. Et vous savez que dès lors que nous comprenons l'enjeu, nous ne reculons pas. Je peux vous dire avec beaucoup d'émotion que les députés ont été fiers des résultats que nous avons livrés. Ils ont été même étonnés qu'avec de petits moyens, nous ayons pu faire ça. Ils nous ont demandé d'être encore plus engageants dans les actions que nous allons devoir mettre en place. Et ils sont unanimes sur le fait de nous accompagner et même de faire des recommandations pour aller dans le sens de la revue à la hausse de notre budget. Ils nous ont partagé quelques réflexions sur la qualité des formations, sur le cadre de vie que nous avons déjà prévu et également sur la question de recrutement des assistants. Le président de la Cour suprême a présenté le projet de budget de la Cour suprême pour l'exercice 2025 qui s'élève à la somme de 3 960 729 023 francs contre 3 21 257 000 francs CFA pour 2024. Vous savez que la Cour suprême, c'est la plus haute juridiction de notre pays en matière administrative et judiciaire, qu'elle a une fonction juridictionnelle, donc avec les deux chambres, la chambre judiciaire et la chambre administrative, et avec une mission consultative où le gouvernement, le chef de l'État, saisit la Cour suprême à l'occasion des conventions que le Bénin signe pour voir si c'est conforme à notre ordonnancement juridique et d'avis motivés lorsqu'il s'agit de textes législatifs. Donc la Cour suprême, c'est son rôle dans l'État et qui participe à l'harmonisation et l'unification du droit dans notre pays, le Bénin. Donc il faut des moyens pour réaliser année après année ces missions-là et c'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui devant la représentation nationale et plus précisément la commission budgétaire pour donner les prévisions d'action que nous devons mener au titre de l'exercice 2025. Ces actions essentiellement visent à continuer la dématérialisation des procédures tant juridictionnelles qu'administratives que nous avons commencées au niveau de la Cour suprême. Ces actions visent à réduire les délais dans lesquels la Cour suprême rend ses décisions. Nous sommes partis, des gens peuvent se souvenir qu'il y a des années, certains dossiers diraient une dizaine d'années banalement à la Cour suprême ou plus. Mais depuis 3 ans, un effort est fait pour aller vers la réduction
des délais. Nous avons commencé par mettre 18 mois et aujourd'hui nous sommes à 12 mois pour que entre l'entrée d'une demande de pourvoi à la Cour suprême et la décision de la Cour suprême, que ça puisse être un maximum de 12 mois. Et nous faisons des efforts dans certains domaines même pour que les dossiers sortent plus vite. Mais la limite maximale est actuellement de 12 mois. Et qu'est-ce qui nous aide à faire ça? C'est la dématérialisation. C'est un ensemble de dispositions qui nécessitent des moyens pour aller plus vite. Nous faisons aussi beaucoup de documentation. Beaucoup de documentation parce que tout ce que nous rendons comme décision, nous les publions. Et la Cour s'inscrit dans la diffusion durable de ces décisions qui peuvent être même consultées sur le site Internet et sur certains réseaux de communication que nous avons mis en place. La représentation nationale a très bien compris ce que nous sommes venus, ce que le président est venu leur demander, qu'ils sont prêts à travers leurs questions. Le débat qui a suivi la présentation du président, les honorables députés ont vraiment marqué leur intérêt pour ce qui se fait à la Cour suprême. Ils ont demandé que la Cour suprême se fasse connaître davantage des populations pour que le travail appréciable qui se fait puisse être vraiment connu et apprécié. À ce titre, ils ont demandé que la première édition que nous avons faite l'année dernière, en ce qui concerne les journées portes ouvertes, puisse être rééditée, qui l'année prochaine, le président de la Cour suprême, M. Victor Dacia Dossou, s'est engagé à cela à cette occasion. J'ai fait de mon mieux pour donner satisfaction au peuple malien, à ceux qui m'ont fait confiance. Et si j'ai réussi ou non dans cette mission, c'est grâce à vous. Parce qu'en réalité, tout le travail des fourmis qui se me fait à la base, en amont, c'est vous qui le faites. Je suis donc venu à la fin de ma mission vous remercier de votre rapport. Il y a eu des succès et des échecs. En tout cas, vous n'avez pas fait d'échecs parce que vous avez travaillé comme vous pouvez. S'il y a des reproches à faire, ça ne peut être qu'à l'analyse du Premier ministre. Et ça, c'est normal. Toute œuvre humaine est perfectible. Je suis donc venu vous dire merci. Merci encore. Les anciens que j'ai trouvés peuvent témoigner pratiquement, tant qu'il n'y avait pas de raison objective, aussi l'intéressé même le demande, tout le monde est resté en place. Quant à ceux qui sont venus, c'est toujours la recherche de la perfection. On peut se tromper, les hommes ne sont pas perfectibles. Et c'est pour cela que je considère que s'il y a quelque chose que je retiens dans la vie de grand, c'est le travail que j'ai fait avec vous. Nous nous sommes battus avec la confiance des uns et des autres, donner satisfaction au peuple malien. Et aujourd'hui, la plus grande satisfaction, je pense que nous avons, c'est que nous avons un pays. Vous vous rappelez, en juin 2021, on n'avait pas de pays. Aujourd'hui, on a notre pays. C'est le plus important. Tous les autres débats vont se régler. Le même engagement que vous avez eu pour m'accompagner, je souhaiterais que vous ayez le même engagement pour aider les autorités maliennes. Quelles que soient les autorités, nous venons, nous passons, mais le peuple malien, lui, le reste. Il faut que chacun d'entre vous, quelle que soit la durée qu'il fait ici, ait le sentiment à la fin de sa mission, qu'il a fait ce qu'il pouvait pour donner satisfaction aux Maliens. Donc, serrer les rangs, aider les autorités pour que notre pays reste. Quelles que soient les incompréhensions, les divergences, les accords entre les enfants du pays, c'est secondaire par rapport à l'avenir du Mali.
Aujourd'hui, on a pu, grâce à notre armée, avoir un pays. Aider les autorités à stabiliser le pays. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est la stabilisation. Les ennemis du Mali et ceux qui les soutiennent ont juré de nous ramener en arrière. Aider les nouvelles autorités à aller de l'avant. Et en permanence en tête que le Mali est aujourd'hui dans l'AES. Vous êtes citoyen du Mali, mais vous êtes citoyen de l'AES. Tout ce que vous posez comme acte doit être irrigué par cette pensée. La réussite du Mali, la pérennisation de l'AES. Et je sais que tous les Africains, tous les Maliens, de l'intérieur de la diaspora, tous les Africains, citoyens de l'AES, tous les Africains hors de l'AES, dans le monde entier, tous les hommes épris de paix, de dignité, de souveraineté, de respect de soi, vont être fiers de ce que les autorités maliennes ont accompli et continueront à accomplir. Donc, et de faire tout ce que vous pouvez pour que notre pays avance. C'est le plus important. C'est ce que j'étais venu vous dire. Je vous remercie encore et vous souhaitez bonne chance, bonne carrière pour chacun dans sa vie. Nouvelle tension entre l'Union européenne et le Niger. L'Union européenne a rappelé son ambassadeur à Niamey pour consultation après des accusations des autorités du Niger. La junte critique la gestion d'un fonds de 1,3 million d'euros destiné aux victimes des inondations. Elle reproche à l'Union européenne d'avoir redistribué cette aide à des ONG sans transparence ni collaboration. Le Niger a été touché par des inondations exceptionnelles en 2024. Ces précipitations ont causé d'importants dégâts dans les régions, notamment à Agadez. Depuis le coup d'État de juillet 2023, les relations entre l'Europe et le Niger se sont détériorées. L'Union européenne défend une aide humanitaire neutre et impartiale, réalisée par des agences internationales. La junte, de son côté, a demandé un audit sur la gestion des fonds. Au Ghana, des créateurs transforment le problème de la fast fashion en opportunité. Chaque semaine, des millions de vêtements d'occasion arrivent au marché de Kantamanto. Produits à bas coût, ces vêtements de mauvaise qualité génèrent un immense gaspillage avec 40% qui finissent comme déchets. Avec le temps, la fast fashion est devenue une méthode dominante de production, caractérisée ici à Kantamanto par des volumes plus importants de vêtements de moindre qualité. Selon les recherches de la Or Foundation, sur les 50 millions de vêtements qui arrivent chaque semaine, en moyenne 40% quittent le marché comme déchets. Face à la crise, des créateurs ghanéens redonnent vie à ces textiles usés. Ils les récupèrent pour fabriquer des vêtements ou accessoires uniques. Une démarche qui limite la pollution, préserve l'environnement et réduit les déchets textiles. Certains de ces tissus sont si lourds qu'ils ne peuvent même pas servir de couverture ou de drap. Alors plutôt que de les laisser obstruer nos caniveaux, j'ai décidé de les transformer en pantalons ou autres articles pour leur donner une seconde vie. En réutilisant des tissus, les créateurs produisent des pièces originales et éco-responsables. Ils montrent qu'il est possible de transformer des vêtements d'occasion en articles à nouveau attrayants. Il y a toujours une seconde vie dans les vieux vêtements. Il ne faut pas les jeter. Vous pouvez les garder, les recycler, les transformer pour qu'ils semblent neufs à nouveau. Un festival de mode organisé près du marché de Kantamanto met en avant cette démarche. Les créateurs locaux exposent des pièces recyclées et les présentent sur un podium improvisé. Cet événement, ouvert au grand public, valorise l'upcycling et sensibilise à une mode durable, mêlant créativité et respect de l'environnement.
La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, est arrivée ce vendredi à Goma pour une mission d'évaluation de l'état de siège en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cette mesure exceptionnelle mise en place par le président Félix Tshisekedi il y a plus de 3 ans et demi visait initialement à rétablir la sécurité dans ces régions en proie à des violences persistantes. Cependant, son efficacité fait l'objet de vives critiques. Comme vous le savez, l'année dernière, le président a pris une ordonnance avec des mesures d'atténuation par rapport à l'état de siège. C'est vrai que toutes les mesures d'application n'ont pas été mises en place. Et donc, c'était important pour nous de venir, de discuter avec les forces vives de la province et de pouvoir voir est-ce qu'il y a des éléments nouveaux pour voir comment on va assurer l'application de ces mesures-là ou aller un peu plus loin par rapport à ce qui avait déjà été prévu. À son arrivée à Goma, la première ministre a été confrontée à une manifestation de jeunes exprimant leur mécontentement face à l'état de siège. Fiston Kakoulé, un jeune habitant de Goma, exprime sa désillusion face à l'état de siège. Le président de la République avait déclaré qu'il instaurait l'état de siège pour rétablir l'autorité de l'État et traquer les rebelles. Mais étant donné que Goma est toujours encerclé par ces groupes, nous ne voyons pas l'utilité de cette mesure. Dans ce camp de déplacés, Sifa Boma partage son désespoir et son manque de confiance envers les autorités. Pour elle, l'état de siège en vigueur a clairement montré ses limites. Depuis qu'il a été instauré, nous n'avons vu aucun résultat concret. En tant qu'habitants qui souffrons dans les camps de déplacés, nous demandons qu'il soit levé. On a mis un gouverneur militaire, mais nous ne voyons aucune action significative de sa part. En août 2023, le président Félix Tshisekedi a annoncé des mesures d'allègement concernant l'état de siège. Cependant, ces mesures n'ont pas apaisé les critiques sur son efficacité. Freeman Mbowe, figure clé de l'opposition tanzanienne, est libéré sous caution. Arrêté il y a quelques jours, il a retrouvé la liberté ce samedi. Il devra toutefois se présenter à une nouvelle convocation policière le 29 novembre. Mbowe et d'autres responsables avaient été arrêtés après un rassemblement dispersé par des gaz lacrymogènes. Certains membres de son parti, le Chadema, sont encore en détention. Les élections locales du 27 novembre, un test avant la présidentielle de 2025, se déroulent dans un climat tendu. Le Chadema dénonce des tentatives de sabotage qui incluent l'arrestation de ses membres et l'exclusion de nombreux candidats. Freeman Mbowe accuse également les autorités de vouloir affaiblir son parti. De l'autre côté, la présidente Samia Suluhu Hassan, critiquée pour un retour à la répression, est accusée de ne pas tenir ses promesses de réforme. Ces actions remettent en question l'espoir qu'elle avait suscité depuis son arrivée au pouvoir en 2021. « 2024 est désormais l'année la plus meurtrière pour les travailleurs humanitaires. Ces victimes, souvent en mission d'aide, incluent majoritairement des employés de l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient. À Gaza, plus de 320 humanitaires ont été tués, des pertes qui s'ajoutent à un bilan mondial record. La guerre à Gaza augmente le nombre de décès parmi les travailleurs humanitaires, avec plus de 320 membres du personnel humanitaire tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Beaucoup ont été tués en mission alors qu'ils apportaient une assistance humanitaire. Et comme vous le savez, la plupart des victimes étaient des employés de l'Office. Il y a également des niveaux élevés de violence, de kidnapping, de blessures, de harcèlement et de détention arbitraire signalés en Afghanistan, au Soudan et en Ukraine, entre autres. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires rapporte un total de 281 décès de travailleurs cette année, un record mondial. La majorité sont des employés locaux, notamment dans les territoires palestiniens occupés.